Il faut se dire qu'au Mali, au Niger, au Burkina, nous sommes encore en démocratie. On ne peut pas faire abstraction de ces luttes-là ou de cet héritage que ces États ont eu, ont continué à avoir. Maintenant, cette volonté des autorités de vouloir adapter, de vouloir reformer, c'est une réforme. La dissolution des partis, c'est une provocation. En réalité, c'est une réforme. On a constaté en 30 ans d'existence plus de 290 partis politiques. Est-ce qu'on peut avoir autant de projets de société pour nos petits pays de Moi, j'ai envie de vous poser une question. En quoi une réforme est incompatible avec le pluralisme? Pour moi, la démocratie aussi se nourrit avec le pluralisme. L'intelligence, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. C'est les partis politiques, c'est la junte, c'est la société civile. Je ne pense pas que le pluralisme soit remis en cause. Je ne crois pas que le pluralisme va même être remis en cause. Bonsoir à tous. Comment se présente le paysage politique malien désormais sous la présidence du général Assimi Goïta? Pour en parler, je reçois Thiambel Guimayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Thiambel. Bonsoir, merci. Heureux de vous retrouver, ça fait vraiment longtemps. Ça fait un moment, merci de l'invitation. Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir Carline. Et Abdou Fleur, analyse géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carline. Vous êtes tous bien vertus des tenues africaines. Ça fait plaisir à nos téléspectateurs. Mais c'est le mercredi 11 juin, les ministres ont donné leur feu vert pour qu'un mandat présidentiel soit accordé au général Assimi Goïta. Au regard de ce qui se passe chez les voisins de l'AES, est-ce que cette décision de Thiambel était inévitable? Oui, on peut dire inévitable parce que nous sommes dans une... Moi, je crois que c'est beaucoup plus un souci d'harmonisation et d'une convergence de vues des différents États de l'AES. Mais c'est peut-être se projeter aussi dans le temps. À mon humble avis, ces trois pays qui ont mis leur destin en commun, le Niger, le Burkina, le Mali, veulent également s'inscrire le même agenda politique. Alors, est-ce que c'est ce qu'il faut? En tout cas, ils vivent la même situation sécuritaire, socio-économique et politique. Bon, à ce titre-là, c'était attendu, parce que c'est parti du Niger. Et ailleurs, le Mali avait toute une autre configuration, mais la réalité a fini par s'imposer au Mali dans ce souci de partager une vision avec tous ces pays partenaires de l'AES. Parler d'une réalité imposée, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire autrement, à votre avis, Thiambel? Non, il y avait autrement, il avait commencé à faire autrement parce que il me semble que le Mali s'inscrit différemment des autres pays aussi dans une longue transition parce qu'on n'en a jamais connu depuis l'accession du pays à l'indépendance, depuis 2012. C'était des courtes transitions. On est dans une nouvelle configuration. Maintenant, on ne peut pas juger avant terme. Le Mali a choisi une saine cohabitation, une participation en laissant l'opposition même de débattre. Mais j'avoue que la classe politique aussi, quelque part, n'a pas joué le jeu, n'est pas venue dénoncer, n'est pas venu participer, n'est pas venu dire son désaccord. Elle a choisi un autre chemin, la contestation. Bon, celui qui quitte la table laisse aux autres la liberté de fixer. De toutes les manières, ces trois pays de l'AES se sont engagés dans une dynamique. On voit mal le Mali ou les autres se désolidariser de la situation. Donc bon, ça s'imposait en quelque sorte, en tout cas, une vision politique, sociétale et voire même sécuritaire. Thiambel, et pardon, Brahima. Oui, alors effectivement, je souscris à cette analyse de Thiambel, notamment les soucis d'harmonisation. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Oui, justement. Effectivement, il y avait cette envie d'aller ensemble. Et quand Thiambel parle d'imposer, oui, effectivement, parce qu'on avait comme l'impression que c'est le Mali qui tirait un peu l'AES vers l'avant, mais cette fois-ci, pour une fois, c'est le Mali qui s'est adapté à l'agenda de l'AES que le Burkina et le Niger ont commencé à mettre en place. Donc, ça, je souscris. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est plutôt pour des raisons endogènes cette fois-ci, intérieurement au Mali. Je pense que c'était une décision qui était prévisible. Et à mon avis, l'action de l'ancien Premier ministre Choguel n'est pas pour rien. Parce que, étant la figure majeure politique de la transition, il a contribué lui-même à affaiblir la classe politique
sans savoir qu'il préparait sa prochaine mort politique ainsi que celle de ses camarades politiques. Parce que pendant tous ces temps, à tort ou à raison, on a indexé les acteurs politiques comme étant la source de tous les maux qui minent la société malienne. Et c'est ce qui fait que finalement la décision s'est passée relativement facile. C'est-à-dire, c'est vrai, il y avait des contestations, mais venant de ces mêmes acteurs politiques. Mais dans la société, dans son ensemble, on n'a pas vu une contestation majeure. Et je pense que c'est lié à cela aussi. Autre chose qu'on pourrait ajouter par rapport à l'action du Premier ministre, moi je m'interroge sur le timing de cette décision, de ces projets de loi. C'est dans la foulée de la recommandation du dialogue national. C'est dans la foulée, mais sauf qu'il y a une première décision qui a été prise un peu plus tôt, qui est de dissoudre les partis politiques. Justement, donc il a fallu quasiment 1 mois et demi, donc juste la semaine dernière, qu'on a décidé d'accorder ce délai de 5 ans. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières semaines, ces derniers jours, le Mali a connu beaucoup d'attaques dans plusieurs parties du territoire, tout ça. Donc, je pense que paradoxalement, c'est une opportunité, entre guillemets, aux autorités de prendre cette décision-là. Parce que dans ce contexte-là, c'est difficile d'avoir des voix discordantes. Parce qu'on sait que le pays est attaqué un peu de partout. Donc, lorsqu'on veut prolonger la transition avec comme principal argument de stabiliser la situation... Oui, justement, Brahima, ça tombe bien parce que les conclusions du dialogue politique, du dialogue national, proposaient de suspendre toute question électorale, je cite, jusqu'à la pacification du pays. C'est ça. Donc, c'est pour cela que ce contexte, ce timing des attaques vient à point nommé d'une certaine manière parce que ça permet de justifier. Mais on peut quand même mettre un bémol, et d'ailleurs qui est utilisé par tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette prolongation, qui veut que pendant tout ce temps, on nous a dit que l'armée monte en puissance, qu'on a retrouvé quasiment l'entièreté de notre territoire, que la situation s'est stabilisée. Et si on veut prolonger avec le même argument, eh bien ça donne des arguments de l'autre côté pour dire que eh bien, finalement, la situation n'est pas aussi apaisée telle qu'on a voulu la présenter. Abdou. Jusqu'à la pacification du pays. On souhaite que ça soit demain. Mais objectivement, si on va jusqu'à 2011, 12, 13 comme ça, qu'est-ce qui a véritablement changé depuis 2020, quand la junte est arrivée au pouvoir? Est-ce que le Mali a évolué en termes de sécurité notamment? Donc ce que je veux mettre en exergue, il y a quand même ce risque d'instaurer un autoritarisme inquiétant quand on dit jusqu'à la pacification du pays. À quand la pacification? Point d'interrogation. Et objectivement, on souhaiterait que ça soit demain. Et moi, en tout cas, en venant, en préparant cette émission, je suis parti me référer à la charte du Mandé. Parce que très souvent, quand tu évoques les notions de démocratie, on vous ramène toujours à l'Occident. Alors que de ce qui est connu, en tout cas, c'est le premier texte fondateur, bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. On parle de 1234. Et un griot que j'ai lu disait que la parole du Mandé en faisant référence justement à cette charte, la parole du Mandé ne meurt pas et ça traverse les siècles. Et cette parole est là pour nous rappeler justement que l'Afrique a toujours imprimé sa marque pour toutes les questions de liberté, de démocratie et surtout d'humanité. Le seul argument sécuritaire, est-ce que cet argument suffit à aller vers un régime autoritaire? On a dit un mandat, en tout cas, on a déjà fait 5 ans, 2020-2025, 5 ans de plus, renouvelable une seule fois. Donc au moins pendant 10 ans encore. Et moi, je crois que cet argument sera encore valable tant que le peuple malien continuera à avoir de la paix, à avoir de la sécurité, surtout mangera à sa faim. Est-ce que vous êtes d'accord avec Abdou sur ce sujet? Est-ce que vous comprenez cette notion-là, cette recommandation? Oui, je comprends effectivement. La charte du Mandé, la charte de Kouroukanfouga, autrement dit, cette charte quand même elle ne concerne pas que le Mali dans son existence actuelle, dans ses frontières actuelles, et ça concerne toute cette grande partie de l'Afrique de l'Ouest.
en partage, effectivement, on voit cette volonté de ces pays de l'AES d'essayer d'interroger, de s'interroger en tout cas sur ce qui n'a pas marché dans l'application de la démocratie à l'occidental. Et cette interrogation-là dont on se fait, et en faisant le bilan dans le cadre du Mali avec l'absence des acteurs même majeurs du mouvement démocratique qui n'ont pas accepté de porter la contradiction et de rester, de se battre, malheureusement, on voit quand même cette volonté-là, on ne peut pas les reprocher cela. Ensuite, il y a quand même le monde change, il y a quand même une envie, un engouement que cela a suscité populaire en son temps dans ces pays-là et qui est même revendiqué hors du champ de l'AES. Cet engouement-là suffit-il aussi pour donner des résultats? Non. Moi, je crois que franchement, il faut se dire qu'au Mali, au Niger, au Burkina, nous sommes encore en démocratie. On ne peut pas faire abstraction de ces luttes-là ou de cet héritage que ces États ont eu, ont continué à avoir. Maintenant, cette volonté des autorités de vouloir adapter, de vouloir reformer, c'est une réforme. La dissolution des partis, c'est une provocation. En réalité, c'est une réforme. On a constaté en 30 ans d'existence plus de 290 partis politiques. Est-ce qu'on peut avoir autant de projets de société pour nos petits pays? Moi, j'ai envie de vous poser une question. En quoi une réforme est incompatible avec le pluralisme? Pour moi, la démocratie aussi se nourrit avec le pluralisme. L'intelligence, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. C'est les partis politiques, c'est la junte, c'est la société civile. Je ne pense pas que le pluralisme soit remis en cause. Je ne crois pas que le pluralisme va même être remis en cause. Maintenant, cette volonté ou cette tendance de vouloir limiter par la loi, qui n'a pas encore été faite dans notre cas, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, populairement, de façon consensuelle, les Maliens trouvent qu'il y a beaucoup de partis. Quel Malien consensuel? Quel Malien? La majorité quand même trouve qu'il y a beaucoup de partis politiques. Oui, moi je crois qu'effectivement, si on essaie d'analyser par rapport à toutes ces réformes politiques en cours dans l'espace AES, ce qui est clair, c'est qu'on a une bonne partie de l'opinion publique qui adhère à cela. Parce qu'en discutant à la mesure de la dissolution des partis politiques et même d'une certaine manière de la prolongation de la transition. En fait, je pense qu'il y a 3 catégories de population qu'on observe aujourd'hui dans cet espace. La première, c'est que ceux qui trouvent que c'est une opportunité de refaire des réformes nécessaires pour aller sur de nouvelles bases et qui pensent que réellement les autorités de transition ont posé des actes qui méritent que la transition soit prolongée. La deuxième catégorie, c'est celles qui contestent effectivement, qui ne sont pas d'accord avec toutes ces réformes. Et il y a une troisième catégorie qui est peut-être un peu plus soit résignée ou un peu indifférente à la situation. Donc c'est ce qui fait que dans le fond, c'est très difficile de dire que ce sont des réformes qui sont totalement rejetées. Ça, je pense qu'il faut quand même mettre une nuance à ce niveau-là. Il y a une bonne partie des populations qui adhèrent à cela. Maintenant, la suite, je crois que c'est le temps qui va être les juges de paix. Parce que, alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des situations. Soit avec le temps, les populations vont observer que la situation s'améliore réellement, auquel cas vont continuer à adhérer, ou au contraire, si on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, la situation ne s'améliore pas, à ce moment-là, ce qui pourrait se passer, c'est peut-être des manifestations spontanées. Et cette fois-ci, ça va être compliqué pour les autorités de transition. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de responsables politiques qui peuvent mener la contestation, c'est très difficile d'avoir un interlocuteur si ce sont des manifestations spontanées qui viendraient des populations elles-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que ça va être compliqué de freiner. Mais jusqu'ici, on a l'impression qu'ils maîtrisent plus ou moins la situation. Et c'est là où se trouve justement le danger. En pensant qu'en tuant les partis politiques, on arrive à canaliser la population. Toutes les grandes révolutions, surtout de ces dernières années, se sont menées à travers les réseaux sociaux et de manière spontanée. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce discours sera encore viable si la question sécuritaire est réglée. C'était ça et le souverainisme. Mais si, au bout de quelque temps, la population se rend compte que la situation se détériore de jour en jour, et on ne le souhaite pas, mais le Mali, aujourd'hui, à l'image de beaucoup de pays du Sahel, font face aujourd'hui à beaucoup de défis. Donc moi, si il y avait cette volonté de la population à travers un large consensus, une concertation, un dialogue national, je dis oui. Tout ce que veut le peuple, Dieu le veut, comme on dit. Mais vouloir faire porter à la population, j'ai regardé en beaucoup de manifestations des populations de la société civile qui ne sont évidemment pas d'accord avec cette mesure.
oui pour la rationalisation des partis politiques. Je crois que cette question se pose un peu partout en Afrique. Il faut avoir de la visibilité, de la lisibilité, surtout pendant les élections. Mais tout doit se faire dans le cadre d'un dialogue, surtout à travers un large consensus. C'est ça, je crois, la décision du peuple. À défaut, pourquoi pas aller vers un référendum, aller consulter les populations directement. Sinon, parlant de référendum, les lendemains peuvent être incertains. Une partie de la classe politique n'est pas de l'opposition, puisqu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'opposition qui existe au Mali. Enfin, on m'a repris une fois sur un plateau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, quel est le coût politique pour le général Assimi Goïta en acceptant ce quinquennat qu'il lui a offert? Et puis, est-ce que l'analyse de certains qui considèrent qu'il a peur d'affronter les urnes se justifie? Non, je crois que nous sommes sous une transition. Et puis, lui, il n'a jamais dit qu'il est candidat à quoi que ce soit. Donc, là, à partir de ce moment-là, on ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, la classe politique et l'opinion publique a effectivement attendu là-dessus. On ne dit pas que tout le monde est sur la même longueur d'onde et d'accord sur la façon de mener, mais dans une transition, on ne peut pas parler d'opposition parce que tout simplement c'est une période de réforme, une période pendant laquelle on se met pour faire repartir sur le bon pied en espérant qu'on repart sur le bon pied. Et comment on appelle ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime alors? Bon, c'est peut-être ceux qui contestent, qui ne partagent pas la vision de la transition. Ça existe, il y a une transition multiple dans laquelle toutes les transitions aussi ont existé comme ça. En 91, à la chute du régime militaire, l'UDPM, ceux qui se réclamaient du régime militaire n'étaient pas d'accord. Ils se sont opposés par le dialogue, ils se sont opposés sur les plateaux, ils ont même usé de cette démocratie pour la combattre finalement. Et ils sont même arrivés, c'est le cas de l'actuel Premier ministre qui était le porte-parole en son temps. Mais aujourd'hui, il y a une lame de fond. La lame de fond, c'est quoi? Je crois que ces pays se donnent des projections. Des projections pour pacifier, sécuriser, attendre et aller. Mais dans la démocratie, cette question ne peut pas rester longtemps sans une solution. On ne peut pas rester dans un pays sans parti politique. La réforme va venir, la cohésion, la charte de la paix, de la réconciliation est la prochaine étape, l'étape qui va suivre, et de remettre tous les Maliens ensemble, de parler du Mali, parce que c'est ce qui compte. C'est le Mali, l'existence du Mali qui compte, l'existence de l'AES qui compte. Si ces populations-là, ces régimes ont pris, ces autorités ont pris cette tendance aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie quand même de dépasser. Et ça, c'est le cas, ça va être le cas au Mali, ça sera le cas au Burkina et ça sera le cas au Niger. Ibrahima Yamet Moutanga Tall, que vous connaissez, j'imagine, qui a invité le président de la transition à renoncer au mandat de 5 ans. Je cite ses propos. Chez nous, la Constitution est en vigueur et elle ne peut être violée. Oui, effectivement, Maître Moutanga Tall, pour les rappeler, c'est lui qui dirigeait l'initiative des partis politiques pour la charte, qui avait mené un peu la contestation au début du mois de mai, qui est une figure majeure de l'avènement de la démocratie au Mali. Donc, et qui est un avocat de surcroît, donc ses propos, effectivement, on peut bel et bien les comprendre. Et ça, c'est effectivement une différence fondamentale que le Mali a avec les autres pays de la US, Niger, où les constitutions sont suspendues, mais au Mali, ce n'est pas le cas. Alors, dans le projet de loi que le gouvernement a adopté, il parle de la révision de la charte de la transition. Et je crois que même les juristes au Mali aujourd'hui n'arrivent pas à s'entendre quel est le texte fondamental qui est en vigueur aujourd'hui au Mali. Est-ce que c'est la charte de la transition? Est-ce que c'est la constitution de 92? Ou est-ce que c'est la constitution du 22 juillet 2023? Il y a une certaine juxtaposition des textes fondamentaux qui fait que finalement on a du mal à voir quel est le texte qui est... Des textes fondamentaux en plus, il y a un texte fondamental en principe. Oui, mais c'est vraiment ça, il y a une vraie confusion. Non, en fait, je crois qu'il y a vraiment des ramifications complexes au niveau juridique aujourd'hui qui fait que Moutanga Tall, on peut le reprendre en disant qu'on ne va pas toucher à la transition, mais à la constitution, mais plutôt que c'est la charte qui va être modifiée. Donc finalement, c'est compliqué de dire. Mais je reviens par rapport à la question qui a été posée avant, c'est-à-dire quel est le coût politique pour Assimi Goïta. Je crois qu'il y a quand même, aujourd'hui, il a tous les leviers du pouvoir. Et rarement, un président n'a eu autant de leviers au Mali, en tout cas dans l'époque moderne, je veux dire de 92 à maintenant. Aujourd'hui, il a le CNT qui est à sa disposition, parce que là on parle de projet de loi, mais tout le monde sait que ça va passer. Le CNT, c'est l'équivalent du Parlement. C'est l'équivalent du Parlement, et tout le monde sait que ça va passer comme une lettre à la poste, donc la transition sera prolongée. Mais en même temps, c'est aussi un piège, parce que quand vous avez tous les leviers du pouvoir, finalement, si les choses vont mal, vous n'êtes que le seul responsable. Donc, je crois que les Maliens ont quand même fait confiance à ce président.
ont été assez résilients pendant toutes ces années, parce que n'oublions pas, sur le plan diplomatique, sécuritaire, il y a peut-être des succès, mais sur le plan économique, il y a beaucoup de défis à relever. Mais les Maliens ont su rester résilients pendant ce temps-là. Et donc, d'une certaine manière, il a une vraie dette envers cette population-là. Donc, si dans l'immédiat, oui, il a l'opportunité d'avoir tous les leviers du pouvoir, mais ça peut être un piège et à voir ce qu'il en sera. Un piège, justement, qu'il faut éviter, qui se referme sur ce régime de la transition. Parce que, quoi qu'on puisse dire, vous l'avez évoqué, soit on décide d'être dans une monarchie, soit on décide d'être dans une démocratie. Chaque peuple a le droit de choisir la forme républicaine pour se gouverner. Mais aujourd'hui, il l'a dit, une charte de transition ne peut pas être au-dessus de la charte fondamentale de la Constitution. Et ce qu'il faut éviter, en plus d'une crise sécuritaire, qu'il y ait une crise de légalité, qui est quasiment le cas, et une crise surtout de légitimité. Et ça, c'est vraiment le peuple. Je crois que quand il y aura des solutions très prochainement, très rapidement, ça passe. Mais si les solutions tardent à venir, je crois qu'il risque d'y avoir une crise, surtout de légitimité. Et ne l'oublions pas, ce régime est venu au pouvoir à cause des manifestations. Le peuple a manifesté contre le régime de IBK. Avec le mouvement M5, RFP. M5. Ouais. Et après, le gouvernement est tombé, ils sont arrivés au pouvoir. Moi, je crains plus l'interne que l'international. Parce que quand vous avez les terroristes en face, oui, ce n'est pas prévisible, c'est difficile. Il faut s'armer, il faut se préparer. Quand vous n'êtes pas d'accord avec d'autres pays de la sous-région ou à l'international, il y a des alternatives. Mais quand le peuple se soulève, et c'est ce qu'il faut, je crois, éviter. On est bien loin de ça aujourd'hui, Abdou, au Mali. J'ai l'impression qu'il y a un consensus qui s'impose, même dans tous les pays de l'AES. Mais justement, tu sais, aujourd'hui, il y a un vent de souverainisme qui gagne un peu partout les pays africains. Il faut éviter à tout prix qu'il y ait une déception. Si la population, au bout de quelques temps, vous avez parlé de résilience... Il y a une pression quand même sur ces dirigeants-là. Il y a une pression sur ces dirigeants aujourd'hui avec cette aspiration. Très forte, très forte. Comme souvent on dit ici, au nom du peuple, au nom du peuple. Oui, le peuple a bon dos. Souverainisme, souverainisme, oui. Mais jusqu'à où? Jusqu'à quand? Quand la solution tarde à venir, moi, c'est vraiment ma pire crainte. Et je reste attaché au principe fondamental de la démocratie. Pour moi, le pouvoir appartient au peuple. Qui doit décider de ce que veut le peuple? Voilà, le seul peuple souverain. Tchambel, une dernière question. Quel homme politique aujourd'hui peut se dresser devant le régime malien face à ce nouveau paysage politique qui se présente devant nous? Homme politique, nous sommes dans une reconfiguration. Chaque époque, chaque étape appelle à son défi. C'est vrai que la juxtaposition des différents textes complique la tâche, la non-suspension de la Constitution, mais certains juristes aussi ne s'entendent jamais là-dessus, parce que ça, c'est pour répondre un peu à mon compatriote, c'est-à-dire que la Constitution elle rentre en vigueur à quel moment? Quand elle est ratifiée ou quand les conditions qui permettent à ce qu'elle rentre en vigueur sont réunies, quand il y a un président démocratiquement élu. Ça, c'était le cas en 1991. Nonobstant, nous apprenons tous de nos erreurs. Maintenant, l'homme politique, il faut qu'il ait à créer cet homme politique. Il doit être à l'écoute et ne pas s'opposer à cette dynamique sociale qui est là. Trouver des mots qu'il faut pour parler aux autorités actuelles, mais aussi faire ressortir les difficultés majeures de la population. Et ça, il faut le chercher. Et le prototype doit être quand même quelqu'un qui a eu un vécu, une expérience politique et qui ne s'oppose pas à tout, surtout à la volonté populaire, parce que on tire là, c'est là où on tire la réalité. Il n'existe pas pour le moment. Et je crois qu'il est à créer. C'est pas M. Choguel Maïga, peut-être? Je ne crois pas que ce soit, vu les conditions dans lesquelles il est parti du pouvoir, mais on n'enterre jamais un homme politique. Hein. Il a cette capacité de résilience et de résistance face, même si les terrains d'action ont changé. Mais en tout cas, il y a ces hommes politiques quand même qui vont vers la fin de leur carrière. Ça, c'est tous ceux-là qui se sont battus sous le régime démocratique et qui partent. Il y a une nouvelle génération qui naît, qui est en train de venir là, qu'on ne voit même pas venir. Hein. Je
vois ces analystes qui sont là, ces politiques. Celle de Brahima. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On peut espérer de nous que ce soit eux et qu'on ouvre largement le destin parce que l'âge, en tout cas, prépare le terrain pour eux. Et surtout les conditions, parce que ce monde-là, Assimi n'était pas le président attendu après la chute du régime, après la chute d'Ibeka. Et ceux qui ont conditionné et milité activement pour la chute d'Ibeka ne sont pas venus. Parce qu'ils réveillent en se rasant tous les matins qu'à la place d'Ibeka, que ce sont eux qui seront là pour mener une transition. On n'est pas dans une courte transition, on est dans une longue transition. Alors, qui peut prédire encore le lendemain, demain ou après? Oui, alors certainement, ce n'est pas ma génération, mais effectivement, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là, mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire l'homme politique, d'identifier l'homme politique qui peut se dresser. Et là, effectivement, Tchambel a commencé à évoquer, je crois que ça ne peut venir que de la nouvelle génération. Parce que le problème, c'est que tout homme politique ayant un passif, donc ayant participé à différents gouvernements aujourd'hui, il lui est difficile de se dresser parce qu'on va lui rappeler qu'il était là pendant que le pays sombrait, parfois à tort ou à raison, mais c'est systématiquement l'argument qu'on avance. Donc, peut-être que ça ne peut venir que de la nouvelle génération. Effectivement, on avait commencé à voir, sauf que ça n'a pas beaucoup duré, mais au début du mois de mai, il y a des analystes politiques, des acteurs politiques au niveau de jeunesse qui commençaient à émerger. Je pense que ce sont des figures comme ça qui n'ont pas encore participé à la gestion de l'État et qui ont peut-être un peu le bénéfice du doute, et qui peuvent émerger avec le temps. Mais je crois que effectivement, nous dirigeons... Est-ce qu'il y a un espace politique pour eux? C'est ça la question. Oui, c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, il est compliqué parce qu'avec la suspension des activités des partis politiques et la suppression des partis politiques, il est difficile, mais n'empêche que d'autres quand même continuent à s'exprimer dans les médias. Peut-être pas sous la bannière de parti politique, mais vous savez, la politique, et ça c'est Charodé qui dit, est considérée comme politique tout propos dont le contenu aborde le sujet de politique. Donc finalement, c'est compliqué de faire la différence de frontières. Donc je pense que ça ne peut venir que de la nouvelle génération et peut-être aussi de façon inattendue des syndicats qui peuvent se dresser contre la transition. Je crois que d'ailleurs, ce qu'on oublie de souligner, c'est que la véritable force qui peuvent s'opposer à la transition, ce sont les syndicats. Et je vais vous donner, on a plein d'exemples. On a le secrétaire général de la SINABEF, donc le syndicat de banque et assurance, qui avait été arrêté à un moment où on a vu, pour la première fois sous la transition, que l'autorité politique est intervenue pour qu'il soit libéré. Parce que ça a mené à un blocage total des banques, tout ça. Donc je pense que ce sont plutôt les syndicats qui ont un moyen de pression contre la transition si jamais ils venaient à s'engager. Abdou parlait des réseaux sociaux, ça peut arriver ou pas? Les soi-disant influenceurs. Là. Mais absolument, surtout ceux qui sont à l'étranger. Ben, c'est ça. C'est pas valable qu'au Mali, hein. Un peu partout, souvent, je parle de l'exemple du Sénégal en 2021, ceux qui sont à l'étranger se sont le plus illustrés. C'est pour ça qu'on dit que les dirigeants ont peur des opposants à l'étranger. Justement, ils ne sont pas touchables. Mais pour finir et conclure sur votre question, pour moi, la force n'est pas une alternative. Il faut laisser les populations s'exprimer. Il faut surtout laisser les partis politiques exister, s'exprimer. Rationaliser, oui, mais les dissoudre, les étouffer, je crois que c'est un piège et qui risque d'être fatal. Parce que le piège peut se refermer. C'est ma conviction la plus profonde. Et surtout, l'horizon doit être clair. Si on veut sauver le Mali sans horizon clair, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.